Ah, c'est bien leur truc, là. HDMI, là. Processeur. Carte SD. Tu parles à qui? À toi. À moi. À toi, ouais. Je ressemble pas à ça quand même. Bah si. Non, Bah si. non, je ressemble pas à ça quand même. Bah si. Bonsoir et bienvenue dans cette première émission SoHard, consacrée au hardware, donc tous les périphériques électroniques qui nous entourent, aussi bien domotique, caméra, voilà. Donc on... Ah, alors attendez, on a juste un petit problème technique. Allez, joie du direct. Bonsoir tout le monde. On ne vous cache pas qu'on a eu quelques petits problèmes techniques avant de démarrer cette émission, et ça continue encore un petit peu. Donc, pour cette émission, on a consacré à cette émission, comme c'est Halloween le 31 octobre, une préparation sur... Oui, comme SoHard est une émission qui est dédiée au hardware qui nous entoure, hein, ce soir on va s'intéresser à un produit qui concerne un peu tout ce qui est rétro computing. Hein, c'est apparenté au rétro gaming, c'est-à-dire que le rétro gaming, beaucoup de personnes parmi vous savent ce que c'est déjà. Hein, jouer avec des vieilles consoles de quand on était petit pour nous et de super longtemps pour les jeunes. Le rétro computing, c'est dans le même esprit. C'est utiliser des ordinateurs qui datent des années 80, 90, début 2000. Et aujourd'hui, on a un produit qui est sur le marché, une carte accélératrice pour Amiga 500 et Amiga 600, qui s'appelle la Vampire. Alors, cette carte Vampire, elle a été créée par Igor Mastorovic, si je ne défends pas trop son nom. Donc, un Bosniaque qui s'est intéressé à l'Amiga assez tard, hein, je crois qu'il a eu son premier Amiga dans les années 2001. Oui, apparemment, il l'a eu très très tard. Apparemment, son pays était en guerre à l'époque. Hein, il ne pouvait pas avoir accès, comme nous, on l'avait en France, à autant de matériel que ce qu'on a pu, nous, avoir dans les magasins. Donc, l'Amiga, c'était cette machine qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, ici, on a une version de l'Amiga 600. Donc, ça, c'est une machine qui a été, dans l'histoire de l'informatique, une machine très populaire, hein, puisque ça a été... une machine qui a très très bien fonctionné, donc de la marque Commodore. Oui, c'était une machine qui a bien remplacé l'Amiga 500, qui lui-même a été une des belles machines vendues par Commodore. L'Amiga 600 proposait un format plus compact. Ça permettait notamment de le ranger dans le casier à l'armée pour pouvoir faire des combats ou des matchs de foot entre deux permes. Donc cette machine a eu ses heures de gloire, hein. Elle était donc... décomposé en plusieurs modèles, donc le 500 le plus populaire, après le 600, le 1200, et puis sur les versions, on va dire pro, on a eu l'Amiga 2000, l'Amiga 3000, l'Amiga 4000, et le tout premier qui était l'Amiga 1000. Voilà, une belle machine qui était déclinée donc d'un produit qui s'appelait Lorraine, qui ensuite a donné naissance d'un côté chez Atari à un produit qui s'appelait l'Atari ST. Et si je ne dis pas des bêtises ou trop dans le sens, après l'Amiga 1000 dans ce qu'on connaît dans l'ensemble de l'arborescence des matériels Commodore Amiga. Donc une machine très fantasmée, à des prix différents, qui était partie sur une technologie Motorola. Donc Motorola est un constructeur de microprocesseurs qui a donc alimenté les Amiga. Donc on a eu la famille des 68000, 7010, 20, 30, 40... jusqu'aux 60. Oui, 68060 est le dernier qui a été produit. Hein. Exactement, le dernier qui était donc un processeur le plus robuste, le plus costaud. Après, on est parti sur des cartes PowerPC, mais on était un peu sur le déclin de l'Amiga à cette époque, puisque après c'est plutôt Apple qui a pris le relais sur cette technologie de PowerPC. Oui, voilà. Et aujourd'hui, quand on trouve encore sur le marché, comme par exemple sur Internet, hein, on peut trouver encore des cartes accélératrices pour Amiga 2000, 3000, 4000, peut-être même sur les 1200 pour les plus chanceux. Les cartes qui sont équipées en PowerPC, même encore aujourd'hui, s'échangent à prix d'or. Hein. Voilà, donc
on est sur des vieilles machines qui coûtent très très cher. Je pense qu'un Amiga 500, il faut compter une bonne machine assez propre, à peu près à 150 euros. Oui, c'est à peu près le prix auquel on peut trouver. Alors, ce qui est assez intéressant, justement, c'est que toutes ces machines, nous, on les a payées un certain prix à l'époque où elles sont sorties. Oui. Et puis après, tout le monde s'en est désintéressé. Oui, parce que c'était comme beaucoup Il y de a machines. quelques années, on va dire 7-8 ans, on en trouvait dans les poubelles. Oui, Donc, on a trouvé tout dans les poubelles. de toute façon. on en trouvait dans les poubelles. Et aujourd'hui, avec le nouvel intérêt des gens pour le rétrocomputing, ce sont des machines qui, en bon état, s'échangent bien, comme disait Ed, à 150 euros la pièce. Oui, pour les prix les plus sympas, parce qu'après ça s'envole un peu vite. Hein. Mais ça, on le retrouve dans beaucoup de vieilles machines, sur les vieux Mac, sur les Amstrad, ceux qu'on connaît Amstrad, les Auric, etc. Il y a des machines qui prennent des valeurs assez importantes. Et puis sur le rétro gaming, les consoles de jeux, parce qu'il y a aussi cette envie de rejouer à des anciens jeux, mais sur les consoles réelles. Oui, voilà, avec le matériel d'origine et la sensation d'origine. Alors ce qui est... Oui, excuse-moi, je te coupe. Nous, non, personne ne va être blessé. Ce qui est amusant sur ces machines, c'est que ça existait, il y a eu des périphériques d'époque, mais il y a aussi aujourd'hui encore des développements, puisque je sais que toi, tu avais acheté, il y a un jeu sur Dreamcast il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Lors d'une sortie à on va dire quoi, une rétro-partie, un Oui, truc c'est comme une ça. rétro-partie, C'était un salon du jeu rétro. Il y avait encore des développeurs sur Dreamcast qui proposaient un jeu, Alice in Wonderland ou un truc comme ça. Je ne sais plus le nom, vous m'excuserez les copains. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir encore de nos jours des gens qui développent des jeux. C'était un jeu façon Bomberman, pour ceux qui connaissent. Un produit français. Je me le suis fait dédicacer par les auteurs. Hein. Et puis je suis reparti pour pas très cher avec un jeu neuf pour ma Dreamcast. Donc on arrive du coup à développement de jeu, développement logiciel, mais aussi développement matériel. C'est-à-dire que ces machines, pour la plupart, fonctionnaient soit avec des cartes, soit avec des disquettes, des cassettes, ce qui est aujourd'hui un peu compliqué à faire fonctionner, même s'il y a encore des puristes qui arrivent encore à jouer avec des jeux, à les faire fonctionner en utilisant les supports de l'époque, donc les cassettes, les disquettes. Mais il y a un ensemble d'outils qu'on a vu se développer, notamment, on en a ici. Notamment, par exemple, la possibilité de mettre des cartes plus récentes sur ces machines. Donc ici, on a une compact flash, mais on a aussi des supports avec, comme le fameux Gotek, donc qui remplace le lecteur de disquette de beaucoup de machines, pas que de l'Amiga. Ça fait l'Atari ST, l'Amstrad, etc. Et là-dessus, on a une entrée USB. On peut régler, brancher une clé USB, ouais. afin de pouvoir bénéficier de toute la Logitech de la machine sur laquelle on a installé ce Gotek. Et alors, nous, on s'est intéressé particulièrement à l'Amiga parce qu'on est aussi des fans et on a possédé l'Amiga à l'époque. Voilà. On trouvait que c'était rigolo de présenter ça aussi le 31 octobre puisque la carte s'appelle la Vampire. La vampire, voilà, parce que comme le dit son créateur, hein, Igor, le mot vampire est un mot serbe qui est connu par pratiquement tout le monde sur la Terre. Donc c'est un produit qui se veut être quand même très performant. On se retrouve avec une machine qui va à peu près 180 fois plus vite que la machine d'origine. Hein, c'est pas de l'émulation software comme on pourrait trouver par exemple sur un Raspberry avec un UAE ou alors un Apiga. Hein. C'est vraiment du hardware avec une émulation d'un 68800. 68080. Donc Il il a créé beaucoup trop de chiffres. Hein, En fait, il a créé un processeur qui s'appelle le 68080. Qui n'a jamais existé chez Motorola. Non, hein, qui n'existe bien pas, d'accord. mais comme le 68060 était le processeur le plus rapide sur l'Amiga, en dehors des PowerPC, il a créé le 68080. Et en fait, ce 68080, il est assez particulier parce qu'en fait, c'est une émulation du 68000, c'est-à-dire que c'est un processeur qui est complètement compatible avec le 68000, mais qui ne bénéficie pas, en tout cas pour l'instant, des caractéristiques, des plus du 68060. Le 68060 avait des coprocesseurs qui venaient l'accompagner pour le soulager de certaines tâches, comme les tâches arithmétiques, une gestion mémoire plus perfectionnée, ce qu'on appelle la MMU. Pour la partie arithmétique, on appelle ça la FPU. Ça l'accompagne pas. Alors, un 68080 qui est plus rapide qu'un 68060, mais en fait qui est un clone du 68000. C'est ça. Et Alors, ça permet d'avoir la compatibilité logicielle avec l'ensemble du système d'exploitation de l'Amiga. Voilà. Hein, on fait tourner quand même ça sur un Amiga 500 de base. Le pauvre gars, il a 512 kilos. Hein, j'ai bien dit kilos, hein, pas méga, ni giga, ni téra, ni ce que vous voulez. 512 kilos, ok. Et la machine fonctionne. Hein, si on peut avoir une vue peut-être sur l'écran de l'Amiga. Bien sûr.
Ah, sur l'écran de l'Amiga, excuse-moi. Donc voilà, donc ça c'est bel et bien un Amiga 500, hein, on peut le voir à la faible quantité de mémoire qu'on a dedans. Là actuellement, bon, on n'a pas la sortie son parce que la sortie HDMI, on en parlera après de la sortie HDMI de la carte Vampire, ne traite pas le son de l'Amiga. Il faut utiliser donc les deux BNC qui sont, non, c'est pas des BNC, c'est des RCA derrière. Les deux RCA pour pouvoir avoir le son. Bon, là, la machine actuellement est en train de faire tourner un petit Winamp, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque sur PC. On a intégré dans la carte donc et le processeur et aussi avec les drivers Picasso 96 une carte graphique, hein, comme on pourrait avoir sur un Amiga 2000 où on rajouterait des cartes comme je sais pas moi des EGS ou des trucs comme ça ou des Picasso ou des Cyberstorm. Là, sur un produit qu'on va voir après sur l'image d'après, un produit fini, très compact, il y a beaucoup de solutions pour beaucoup moins cher que si on devait acheter aujourd'hui, surtout dans la mesure où ça ne se fait plus. Quoique Phase 5, je crois, est en train de préparer à redistribuer de nouveau du matériel hors de prix. Mais avec la Vampire, vous vous retrouvez avec une machine compacte, hein, 600, il n'y a pas plus petit en machine, qui va avoir des performances identiques à un Amiga 4000 qui serait surgonflé par exemple. Alors oui, pour revenir sur cette carte, effectivement, tu l'as décrite. Donc c'est une carte accélératrice qui émule un processeur. Pour ça, il a utilisé une puce spéciale qui s'appelle FPGA. Donc c'est une puce sur laquelle on peut programmer des architectures. Donc le gars a pris une puce. Après, à l'aide d'un logiciel, il a intégré l'ensemble des fonctionnalités du 68000, donc du microprocesseur de base de l'Amiga. Et alors, ce qui a été fort, donc ce qui est déjà génial, c'est d'avoir eu un Amiga très tard, parce que je crois nos informations sont un peu erronées sur le site. On s'est un peu basé sur un truc qu'on peut trouver sur Obligement. C'est un forum, un site français. Hein. Oui, qui répertorie beaucoup d'informations sur. Et il y a une interview d'Igor par un des gars par celui qui gère le forum. Voilà, un truc sympa. C'est bien déjà que ça existe, parce que c'est vrai qu'au niveau média, après, s'il n'y a pas des gens qui participent, ça s'efface comme ça, quoi. Donc, d'après mes calculs, hein, d'après ce que je pense qu'il a, donc à partir de 20 ans, eu un Amiga 600. Donc, lui, il est né en 81, aux environs des années 80. Donc, il a un Amiga 600. Donc, il arrive un peu tard sur l'univers de l'Amiga, où l'Amiga est un peu déjà en oui, parce déclin. que l'Amiga 500, lui, sur le marché français, c'était de l'ordre de fin 86, début 87, si je dis pas de bêtises. L'Amiga 600, c'est de l'ordre de 1992. Donc si Igor a pu s'intéresser, lui, à ces machines-là, presque, on va dire, une dizaine d'années plus tard, même plus que ça. il est arrivé sérieusement tard, quoi. Sérieusement tard. Donc, il était fan de l'Amiga, il se l'offre. Bon, bah voilà, une passion comme les autres. Hein. Et puis, il décide de développer une carte accélératrice, ce qui est assez étonnant, parce que, voilà, on n'est plus à l'époque de l'Amiga. Oui, et puis d'un point de vue commercial, je vous rappelle que les machines, on les trouvait à la poubelle il n'y a pas très longtemps encore, il y a quelques années. Se dire aujourd'hui, on est en 2017, bientôt 2018, trouver sur le marché des produits en termes d'ajout sur des machines qui sont quand même aujourd'hui obsolètes, voire très obsolètes, mais uniquement dans les mains de passionnés, sous-entend qu'il y a quand même un marché au niveau production pour justifier cette production, puisque moi, pour obtenir les fameuses Vampires, il a fallu que j'attende quand même plus de 4 mois. Hein, donc il y a du délai. C'est pas on achète ça chez le boulanger du coin, il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente parce que déjà il n'est pas tout seul, il est accompagné par d'autres personnes, on en reviendra dessus tout à l'heure, mais donc il crée cette carte donc à une époque assez rigolote avec un développement donc sur des technologies récentes, donc confronté aux technologies actuelles et aux technologies anciennes. Bon, à l'époque, les Amiga fonctionnaient sur les technologies CMOS, donc c'était une alimentation en 5 volts. Aujourd'hui, on a baissé les tensions sur les alimentations des processeurs et tout ça, pour des raisons énergétiques, des faits de dissipation d'énergie, etc. Donc il a fallu accorder un peu tout ça. Donc il a fallu connecter un bus qui permet de récupérer les données de l'Amiga en 5 volts vers du 3 volts et puis aller dans l'autre sens, ainsi de Voilà, suite. et puis mettre tout ça en d'équerre, symbiose, hein, et donc que voilà, ça fonctionne correctement. Il y a eu un gros travail de développement, de reverse engineering, etc. pour vraiment comprendre toutes les fréquences, comment on s'intègre
à l'Amiga. Il a développé donc effectivement une interface HDMI qui permet donc de simuler une carte graphique à l'Amiga, qui va permettre d'avoir des images haute définition, comme on a vu En 720 points, ouais. voilà, comme on a vu tout à l'heure à l'écran. Donc ça c'est assez sympa avec plusieurs milliers de couleurs. Et puis aussi il intègre un lecteur de carte SD, donc la possibilité de mettre des petites cartes mémoire sur cette carte. Et donc on a vraiment un travail très très compliqué. D'ailleurs il le dit, hein, ça a été très laborieux, il a passé des heures et des heures. Ici, on va voir un petit aspect d'intégration, on reviendra dessus. Oui, il y a eu donc un gros travail, et puis surtout, ça n'a pas été simple en fait à concevoir, parce qu'il a fallu qu'il cherche des infos. Donc, au-delà de l'aspect recherche, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de ce qu'il explique, qui l'ont un peu empêché, qui l'ont induit en erreur. En fait, on ne voulait pas de son produit, alors que dans l'idée, c'est assez marrant. Moi, je vois ce produit comme une performance. Oui, c'est un exploit. Ouais. C'est une performance assez intéressante. Après, philosophiquement et en termes d'intérêt, est-ce que ça a vraiment un sens? On en discutera tout à l'heure dans la suite de l'émission. Mais donc, il s'embarque là-dedans. Et puis c'est un peu compliqué. Il y passe des heures. Il commence à communiquer là-dessus. Les gens le harcèlent pour avoir la carte, etc. Donc, c'est un vrai boulot. Hein. Et puis, il demande l'aide à des revendeurs pour vendre cette carte. Et il a beaucoup de réponses négatives, ce qui est assez étonnant. Lui, ce qu'il explique, c'est que dans le marché de l'Amiga aujourd'hui, et je pense dans le rétro gaming et rétro computing en général, il y a des gens qui mettent la main sur le business et qui veulent pas que tout le monde s'intéresse à venir un peu piocher dans leur poche. Hein. Voilà. Donc sur ce projet un peu sympathique, parce qu'on a effectivement ce personnage qui est étant fan, se met à développer un truc avec le cœur et se retrouve donc confronté à des réalités auxquelles on ne s'attend pas. Moi, j'étais un peu étonné de... Ouais, c'est vrai qu'on trouve ça un peu, un peu mesquin, quoi. Je veux dire... Mais même au-delà. Enfin oui, c'est ça. Moi, si encore aujourd'hui j'achète du matériel Amiga, c'est pour le plaisir. Hein. Je ne vais pas faire du business avec. Il faut être honnête. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, c'est pas ça qu'il faut acheter. C'est uniquement pour se branler et regarder un truc rigolo sur l'écran, quoi. Hein. Le matériel, par contre, qui est vraiment proposé par Igor est vraiment très 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 bien fini. Donc on peut imaginer pourquoi les autres ils font la gueule, hein, parce que on atteint quand même un niveau de perfectionnisme qui est quand même assez élevé. Hein. Est-ce qu'on a un retour image? Oui, sur l'ordinateur. Donc là, la carte, elle est ici. Vous voyez, c'est pas très grand. En plus de ça, c'est bien foutu parce qu'il a prévu 2 vis, on les voit pas forcément bien, qui permettent de fixer mécaniquement la carte sur le support du processeur de manière à ne pas avoir de faux contacts. Hein. Vous avez ici la petite sortie SD, hein, sur laquelle j'ai rajouté une extension avec une nappe de manière à pouvoir aisément attraper la carte SD et l'avoir en externe. Ici, vous avez le FPGA. Non, c'est pas FPGA, comment ça s'appelle ce truc-là? Si, c'est ça, FPGA, c'est ça. Oui, c'est ça. Un fil de programmable, get array, je sais pas quoi, enfin un truc dans ce genre-là. Hein, un circuit logique programmable. Donc, c'est un Cyclone 3 de chez Altera. Il est prévu d'autres cartes plus tard avec des circuits programmables plus évolués. Donc cette carte, elle est fixée, elle est fixée sur le processeur, elle est maintenue par 2 vis. Elle a une sortie HDMI. Bon, c'est vrai que c'est un peu le merdier son truc parce qu'il a fallu rajouter des extensions pour pouvoir déporter la sortie vidéo. L'avantage sur l'Amiga 600, c'est qu'il y a un modulateur RF. Une fois enlevé, donc RF qui permettait de brancher sur les télé. Ouais, sur l'antenne, hein, la télé. On était encore à régler les canaux. Hein, pour une image. c'est ça, quoi. Là, l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec la sortie HDMI accessible et on a un produit qui, une fois refermé, est toujours aussi compact qu'avant. Hein. En plus, ça, imaginez que vous voulez rajouter un Gotek dessus et hop, l'affaire est jouée, vous avez un produit moderne. Alors oui, donc ça c'est assez amusant aussi, puisque pour revenir sur les détails de cette carte, donc effectivement on a une sortie HDMI, on a une carte SD, donc c'est sympa, on se dit voilà, on a ces sorties, c'est assez fun, mais si on referme la boîte comme ça, on n'a pas accès à ce lecteur SD et cette carte HDMI. Donc ce qui est intéressant sur cette machine, et je voulais que tu nous la présentes, c'est parce qu'effectivement tu as prévu des sorties donc extérieures au boîtier. Hein, voilà, tout à fait, comme je disais, l'extension pour l'accès à la carte SD depuis l'extérieur, donc avec un petit orifice fait à la Dremel pour pouvoir accéder donc à la carte. Et donc derrière, sans aucune modification par contre sur le plastique, la rallonge HDMI qui est en lieu et place du modulateur RF.
Alors ce qui est étonnant aussi, c'est parce que on a un lecteur. Alors pour la partie SD, la petite carte mémoire, on se dit, bah, c'est sympa, j'ai une carte à l'intérieur. Donc ce qui est sympa, c'est que je vais mettre mon système dessus, vu que je pourrais pas une fois la machine remontée si on fait pas les modifications qu'a fait Minius. On se met sa carte à l'intérieur et puis ensuite, en général, on n'y touche plus. Donc on y met le système de base, on démarre dessus, on est peinard. Mais la petite surprise, Eh ben, c'est pas bootable. c'est pas bootable. Donc la carte n'est pas bootable. Alors bon, c'est pas catastrophique, mais donc ça devient une simple disque dur, une extension du disque dur par rapport à celui du disque dur de démarrage. Mais aussi c'est pas dramatique parce que je pense en termes de développement que ça pas compliqué pour le rendre bootable. Donc il est possible qu'il y ait des évolutions software, donc des mises à jour de la carte qui permettront de rendre cette carte bootable. En fait, on l'espère parce que c'est quand même intéressant de l'avoir. Ensuite, l'autre partie, c'est la partie HDMI auquel on voudrait aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a un s'appuyer. truc important à savoir sur le HDMI. Alors, l'HDMI, c'est une carte qui émule ce qu'on appelle les cartes RTG. Donc, c'est des cartes qui sont reconnues par l'OS de l'Amiga, donc le Workbench. Cet OS, il permet donc les cartes aux normes RTG vont être identifiables à l'aide de drivers par le système. Et donc, le système va pouvoir bénéficier des caractéristiques de cette carte. Donc là, comme on le voit à l'écran, on a l'Amiga qui fonctionne en HDMI, en sortie haute définition, haute couleur. Et ça, c'est tous les programmes qui passent par le Workbench, c'est-à-dire qui demandent au système « je veux afficher une fenêtre », pourront bénéficier des caractéristiques graphiques de la machine. Par contre, à l'époque, ces machines, elles étaient comme l'Amiga 500, on a dit, avec peu de mémoire. Donc 512 qui était pas mal quand même à l'époque, mais qui était quand même relativement aussi un peu juste. Quand les gars développaient des jeux, ils n'allaient pas démarrer l'OS, c'est-à-dire qu'ils démarraient directement le code du jeu, et s'ils avaient besoin d'accéder aux capacités de la machine, donc aux capacités sonores, aux capacités vidéo, dans ce cas-là, on allait directement discuter avec les puces vidéo. Et là, on pouvait bénéficier, à l'époque, on avait, en gros, on ne va pas détailler tous les modes graphiques qu'on pouvait et puis toutes les bidouilles qu'on pouvait faire autour de ça, mais les jeux étaient en 16 ou 32 couleurs sur des résolutions de 320 x 200, ce qui était largement suffisant à l'époque. Mais surtout quand on compare ce que les autres à côté fabriquaient pour l'époque. On est sur un produit, on le rappelle, de la même génération que les premiers Macintosh, qui proposaient une interface intuitive, graphique, sympathique, mais en noir et blanc. Hein, l'Amiga avait une résolution proche, mais était déjà en couleur. Oui, il y avait ça. Et puis, alors, donc pour revenir à cette histoire de HDMI, c'est que effectivement, si jamais on met un jeu directement dans l'Amiga avec la carte Vampire, et ben le jeu ne va pas s'afficher sur la carte HDMI. Non. Et on va rester sur la sortie native de l'appareil, et si on n'a pas une petite prise Péritel avec un bon vieux catholique, on ne verra pas le jeu. Hein, c'est bien la sortie HDMI, c'est bien le RTG, mais pour tout ce qui est Workbench et applications Tout ce qui ouvrent des fenêtres sur le système. Donc l'Amiga avec une Vampire implique donc avoir deux écrans si on veut bénéficier de l'ensemble des caractéristiques vidéo, donc soit natives à la machine, soit propres à la Vampire. Alors du coup, la Vampire, qui l'achète ? Des fous. Parce que l'Amiga a pas un aspect rétro gaming, hein, donc là sur un rétro gaming, est-ce qu'on a besoin d'une carte accélératrice par exemple ? Non, pas du tout. Parce que en fait, le rétro gaming, c'est simplement jouer avec des jeux dont on avait accès à l'époque. Hein, je veux dire, il y a 20, 25, 30 ans pour certains. Donc ça n'a pas bougé. Je veux dire, le jeu c'est toujours le même, le support c'est le même. Si le matériel est entretenu et qu'il fonctionne toujours, on se retrouve exactement le même produit qu'il y a 30 ans. La carte accélératrice, elle va s'adresser à des gens qui vont vouloir sortir de la performance, qui vont peut-être essayer de faire encore de l'imagerie de synthèse ou du montage vidéo sur des machines qui sont complètement sorties du rayon des machines pour faire ça. Il faut être honnête, aujourd'hui, vous prenez un Mac, si vous voulez faire de la vidéo, vous ne prenez pas un Amiga. Tout à fait. Bon, après, on a une nostalgie. Après, si on veut faire du développement, c'est sûr que c'est plus agréable de développer sur la machine native. Si on veut développer des jeux, etc., c'est peut-être plus agréable. Même si c'est un peu difficile, moi pour connaître beaucoup d'outils de développement moderne, ça vaut que quand je repasse sur l'Amiga sur un assembleur, waouh, c'est un peu sport. Ceci dit, le HDMI offre un confort d'écran qu'on n'a jamais eu sur l'Amiga. Non. Parce que c'était ambitieux quand même l'Amiga, ce système de fenêtrage, mais les résolutions étaient tellement basses que c'était vite le bordel sur l'écran. Et c'était moche. Et c'était moche. Et c'est déjà le bordel quand on a une bonne machine, un bon PC ou un bon Mac. Déjà, toutes ces fenêtres, on a toujours partout des icônes, mais alors sur ces machines, ça s'encombre très vite. Et c'est vrai que le HDMI soulage énormément, enfin cette sortie HD,
soulage énormément le workbench et puis permet d'y voir plus clair et d'avoir une interface plus agréable pour travailler, ça c'est évident. T'as pas parlé de la mémoire. Tout à l'heure, on parlait de Ah oui, mémoire. c'est vrai. Là, on est sur un Amiga 500. Bon, le 600 était un peu gonflé. On a rajouté une petite carte qu'on peut trouver sur Amibay à une vingtaine d'euros. Hein, Vas-y, montre-la nous. Donc, c'est la carte qui est ici. Hein, c'est une petite extension qui est vendue sur Amibay par un Polonais. Je n'ai pas son nom en tête. Hein. Mais on donnera les liens ensuite. Pour 25 euros, vous rajoutez un méga chip RAM à l'Amiga. Hein. Ah, Donc sur le 600, c'est quand même pas mal qu'on se retrouve avec 2 méga chip RAM. Hein. 4 fois ce qu'on a dans l'Amiga 500. Attention, hein, 4 fois. Il faut savoir que la chip RAM dans l'Amiga, c'est ce qui permettait de pouvoir ouvrir un maximum de fenêtres, de pouvoir gérer tout ce qui était vidéo. C'était une mémoire dite rapide à l'époque. Non, c'est la fast. La chip, en fait, la chip était dédiée pour la partie vidéo. Donc c'était effectivement la capacité mémoire qui était fournie pour les puces graphiques, pour pouvoir y stocker les données graphiques, etc. Donc plus on en a, plus on peut stocker, effectivement. Et les puces, en fait, graphiques ne peuvent pas accéder autre que la chip RAM. C'est ça. Voilà. Après, on a ce qu'on appelle la face RAM qui, elle, est prévue pour le processeur. Voilà. Donc, on a de la RAM pour tout ce qui est logiciel, données, etc. Et on a de la mémoire, comme sur les cartes vidéo. En fait, la chip, c'est un peu ce qu'on a sur les cartes vidéo. Oui, c'est ça, ouais, ça se rejoint. Et là, sur la Vampire, d'office, on a 128 mégas de RAM, équivalent fast RAM par rapport à ce qu'on avait sur l'Amiga, ce qui est monstrueux. Hein, pour ces machines, c'est monstrueux. Là, aujourd'hui, 128 mégas de RAM pour une machine standard, c'est rien, mais pour un Amiga, c'est énorme. Je veux dire, même sur des cartes hors de prix, je prends par exemple des cartes accélératrices de chez GVP qui se vendaient à peu près 10 000 euros en 92 peut-être, 93, ça, je sais pas. Pas 10 000 euros, on était en francs à l'époque. 10 000 balles. Donc 10 000 balles quand même. GVP, c'était des 0,40, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était quand même déjà pas mal. Quand vous aviez beaucoup de monnaie, vous aviez 64 mégas de RAM au maximum, 4 barrettes de 16. Là, 128 mégas de RAM embarqués sur une petite carte qui, au niveau public, coûte à peu près 300-350 euros, une Vampire. Hein. C'est pas énorme. Si vous imaginez qu'un Amiga 500, vous pouvez en trouver en bon état dans les 150 euros, vous rajoutez 350 balles, un bout de carte SD avec un truc, comme on disait tout à l'heure, ça, vous en avez peut-être, avec la carte, vous en avez peut-être pour 30-40 euros. Oui, c'est pas... vous repartez avec un machin qui arrache un peu pour un billet de 600 euros. Quoi, hein. C'est pas énorme. Je veux dire. Après, faut être clair, dans tout ce qui est rétro computing, rétro gaming, il y a des prix des fois qui s'envolent pour des machines qui n'ont aucun intérêt, mais simplement le fait que il n'y en a plus. Donc s'il n'y en a plus, il y a des gens qui spéculent après sur différents trucs. Oui, on est entre le collectionneur et le fan qui essaie de négocier des tarifs et de aussi tirer profit, hein, parce que c'est aussi un moyen de faire de l'argent que de faire du rétro gaming quelque part. Oui, il y a des marchés pour ça. Hein. Mais alors, cette carte, elle coûte, alors je sais plus, elle coûte autour de 300 euros. C'est ça, je crois que livrée, là, la Vampire à 500, j'aurais dû en avoir pour 320 ou 330 euros, je crois, pour la 500. Alors oui, en termes de prix, beaucoup ont été déçus, parce que je crois qu'elle était annoncée autour des 150 euros au départ. Ouais, les premières versions, on a pu les voir passer à moins de 200 euros, ouais. Voilà, c'est vrai que quand j'ai vu, pour commander la 600, celle pour la 600, un prix à 300 euros, j'ai été vérifier quand même voir s'il n'y avait pas un problème. Et en fait, non, c'est que les prix ont été révisés et puis que de toute façon, avec la liste d'attente, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Oui, voilà. Bon, après, on est sur des produits de passionnés. Hein. Alors, il y a une grande discussion sur les puristes qui diront que c'est pas du hardware Amiga. Oui, après, mais en même temps, aujourd'hui, si on essaie de trouver une carte 68060 qui sera beaucoup moins performante en termes de vitesse, hein, parce qu'il y a aussi des fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées, comme la partie, je vous dis, les coprocesseurs arithmétiques ou la gestion de mémoire un peu plus évoluée de l'Amiga. Le truc, c'est que ces cartes-là, aujourd'hui, si on cherche un 68060, ça coûte très cher. Hein, ça coûte entre 600 et 800 euros. Hein. Ouais, toujours pareil, hein, sur Amibay, vous pouvez aisément trouver des gens qui vont vous proposer des cartes à accélératrice à base de 0,60 à au moins 600 euros. Hein. Après, on a Individual qui fait aussi des produits, les produits AK, qui sont une série de cartes accélératrices aussi pour l'Amiga. Mais pareil, ils se basent toujours sur des processeurs existants.
En fait, ils fabriquent un hardware assez moderne et puis ils y pluguent un vrai processeur Motorola qui va booster la machine. Bon, c'est une solution. Mais, Ouais, puis comme on le disait tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir avec la Vampire qui était le sujet de ce soir, mais l'entreprise du nom de Phase 5, là, sort de nouveau des produits comme il faisait autrefois, mais c'est des enveloppes pour une carte accélératrice, entre guillemets, pseudo-moderne, c'est-à-dire fabrication d'aujourd'hui, mais avec des processeurs d'avant, un produit à 1400 €. Donc là, autant là, prendre une Vampire, deux Vampires, voilà, j'aime bien jouer, je suis content, voilà, mais je n'irai pas mettre 1500 balles dans un 68060 avec un PPC 604. Quoi, même pour se marrer. Même pour se marrer, non, je le ferai pas. Puis de toute façon, je m'en fous, j'en ai déjà. Ça, t'as déjà essayé d'origine. Donc voilà, mais bon, pour les puristes, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais pour celui qui veut donner un petit coup de fouet à son Amiga en se disant, tiens, je vais tâter des choses que je ne pouvais pas faire autrefois parce que c'était hors de prix ou je n'avais pas la machine dédiée parce qu'il fallait quand même une machine dans laquelle on pouvait entrer. Hein, la carte accélératrice, c'est évident que dans un Amiga 500, vous ne faites pas rentrer une carte comme ça, quoi. Là, vous avez quand même un truc qui vous permet de lancer tout ce qui est logiciel de traitement d'image de l'époque, hein, tout ce qui est création en... Je ne sais pas comment ça s'appelait, ça, comment ça s'appelait l'imagerie sur... les rétraceurs et tout ça sur Amiga, ça s'appelait comment? Ah oui, c'est de synthèse, hein, de 3D. Bon, enfin, vous voyez, hein. Oui, retracing. De toute façon, on s'en sert plus, hein, c'est juste pour le plaisir. Oui, je pense que c'est pour. Mais je pense que c'est ça. Je pense que, alors, finalement, dans le rétro gaming, on retrouve beaucoup des gens de la génération des années 70-80. Ouais. Donc, c'est beaucoup de nostalgie. Hein, et puis l'Amiga, c'était la super machine. Hein, il y a encore des gens qui sont. Ah oui, il y a eu le fameux combat où Atari c'est de la merde, Amiga voilà, c'est mieux. je pense qu'à toute époque de l'informatique, il y a eu ces querelles entre aujourd'hui les PlayStation, les Xbox, les Mac et les PC, etc. Alors qu'aujourd'hui, un PC, une Xbox et une PlayStation, c'est toujours un PC. Oui, ça reste la même machine. Mais donc, oui, donc je pense qu'après, on est dans des nostalgiques pour la plupart. Après, dans le rétro gaming, on retrouve aussi plusieurs générations. Moi, j'ai rencontré plusieurs générations. Je pense qu'aussi, c'est le cas, certainement pour le rétro gaming. Après, j'avoue que je n'ai pas fait des recherches de folie non plus là-dessus. Mais je pense que ce produit est aussi une espèce de fantasme que quand on était gamin, on aurait aimé accéder à ces technologies de puissance sur ces machines. Et puis aujourd'hui, c'est disponible et c'est au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Voilà, c'est un peu comme papa qui voulait sa Panhard et qui se l'achète à 70 ans. Voilà, c'est un peu ça. C'est pareil. Hein. Donc on est des produits qui, donc, pour le coup, c'est réussi. Hein. C'est une performance et en plus, c'est assez fun de jouer là-dessus. Après, dans le sens philosophique des choses, qu'est-ce que ça apporte? Du plaisir. Voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Pour ceux qui veulent jouer à l'Amiga, l'Amiga à 150 €, ça reste aussi cher pour certains. Il y a des solutions comme le Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi, ça c'est un truc qui a vachement la cote. C'est un petit micro-ordinateur sur lequel on peut installer beaucoup de choses. Donc ça coûte à la base 35 $, mais il y a toujours des frais de port, des machins qui viennent se greffer là-dessus. Entre 40 et 50 €, on peut avoir cette petite machine sur laquelle on peut installer beaucoup de choses. Alors du Linux, un ensemble de distributions d'OS qui permet de faire beaucoup de choses. Et, il y a notamment une distribution qui s'appelle... Ah, j'ai oublié le nom pour faire les jeux vidéo, tu la connais? Quoi, Retropie et tout ça? Ouais, Retropie. Donc qui transforme votre petite carte Raspberry Pi en une station de jeux de toute époque. Oui, avec plein d'émulateurs, que ce soit de la NES, de la Game Boy, que ce soit l'émulateur MAME, que ce soit la Nintendo 64, la PSX, plein de choses comme ça. Et il n'y a pas que le Raspberry, il y a aussi Odroid qui commence à prendre un peu de place. Oui, après il y a des clones, avec Pato Serra. Mais bon, c'est encore un autre truc. Mais la Raspberry qui permet également de faire tourner Amiga ou d'autres émulateurs qui nous intéressent aujourd'hui à propos de l'Amiga et qui pourrait se placer comme un autre produit sur lequel on pourrait se rattacher en se disant tiens, la Vampire, j'ai pas l'Amiga, la Vampire c'est quand même un peu de rond, j'ai envie quand même de tâter quelque chose qui booste, je peux prendre un Raspberry avec l'émulateur dedans qui est fourni dans la distribution sur Apiga, par exemple, hein, il y en a peut-être d'autres. C'est une solution, on va dire, à une cinquantaine d'euros pour commencer à retrouver un peu la saveur du rétro-computing sans pour autant avoir la machine d'origine avec les plastiques qui ont bien jauni. On n'a pas eu le temps de tout installer, on aurait pu faire une démonstration de Raspberry Pi aussi, mais je pense que là, c'était pas le but de l'émission aussi parce qu'il y a tellement de choses sur... Et puis c'est la première. Et puis c'est la première. Elle va être collector, celle-là, les gars.
sortez vos bandes et vos magnétos. Hein. Alors le Raspberry Pi, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que le Raspberry Pi permet d'avoir un petit Amiga, de s'initier à l'Amiga, donc avec une sortie pareille, HDMI, etc. Donc on branche ça sur des télés modernes, mais aussi une machine plus puissante que le Vampire aussi, donc plus puissante en termes de Voilà, de oui, vitesse d'exécution. pour les benchmarks, si vous lancez Sysinfo, hein, qui est très réputé dans le milieu de l'Amiga, vous aurez un résultat plus pertinent en termes d'accélération sur le Raspberry que sur la Vampire. Cependant, en termes d'utilisation, il va y avoir des lacunes dans l'émulation logicielle du Raspberry. Hein, Ouais. et il y aura certains logiciels ou certains jeux où vous aurez ou des artefacts ou des ralentissements ou Alors d'autres voilà, petits problèmes. effectivement, voilà, c'est effectivement donc là, on est dans l'émulation complète, c'est-à-dire que ces petits appareils Raspberry, ça émule tout. Il y a aucune électronique de l'Amiga dedans. Hein. C'est complètement émulé à tous les niveaux. Donc le processeur est émulé, la puce graphique est émulée, la puce sonore est émulée. Donc on a une machine qui va très vite parce qu'on a des processeurs qui sont très rapides par rapport à l'Amiga. Mais il y a dans toute émulation, il y a toujours des phases de bugs ou de trucs qui fonctionnent pas tout à fait pareil. Et il peut arriver que des jeux qui fonctionnent très bien sur un Amiga 500, pas du tout boostés, qui fonctionnent parfaitement, peuvent par exemple bugger ou être ralentis sur des plateformes comme ça aussi. Donc c'est vrai que la Vampire, elle se greffe à un hardware existant, elle va juste booster le processeur. Donc en termes de compatibilité, on n'a pas fait des tests de folie non plus, mais ça fonctionne comme un Amiga, boosté. Ça fonctionne comme un Amiga. Voilà, Raspberry, vous pouvez avoir des petites surprises parce que, voilà, une émulation, c'est un travail énorme en plus. Hein, c'est un travail énorme. Bon, qui est là depuis un moment, donc les gens reprennent les codes sources, les remodifient, les adaptent, etc. Mais il y a des petites failles qui fait que, bon, effectivement, sur une émulation de type Raspberry, on n'aura pas forcément quelque chose qui marche toujours au poil. Mais sur un vieux Amiga 500, ça marchera très bien. Voilà, je ne sais pas si on avait des questions. Quand je vais regarder, apparemment Arnaud nous dit que le son il est en décalage avec l'image, donc c'est Ah bien. merde, ça c'est chiant. Qu'on gueule trop fort parce qu'il a mal aux oreilles. Ah pardon. Ouais, bon, il y a des petits ajustements à faire, c'est ça le souci. Ouais. Alors, ça va venir, hein, on va s'y faire tous. Les merveilles de la technologie. On a eu une semaine de folie, on a jonglé entre des heures disponibles pour monter tout ça. Mais voilà. Voilà, et puis comme c'était Halloween ce soir, n'est-ce pas, la Vampire était la bienvenue. Bon, on n'a pas mis les citrouilles, les machins, les disques. Au niveau infographie, on n'avait personne pour nous aider. La femme de ménage, elle a fait le ménage, donc elle avait viré toutes les toiles d'araignée qu'on avait mis exprès pour la déco. Exactement. On s'est retrouvés un peu comme des cons. Mais bon, l'esprit est là. Hein. On a la Vampire, on a les vampires, c'est Halloween, on a du matériel, on est là. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour un peu de ça. Ah oui, alors, il y avait une question qui avait été posée par Alexis Boucher sur Facebook. C'était en termes de stabilité. Alors écoute, nous on l'a eu sur 500, écoute, on n'a pas eu de soucis, hein, elle tourne bien, elle a tourné pas mal de temps. Sur le 600, j'avoue que j'ai rencontré, surtout quand j'étais un peu, ça faisait longtemps que la machine était allumée. C'est vrai que des fois la machine plante. Mais sur le 500 aussi? Non, sur pas sur le 500. Sur le 500, je ne l'ai pas vu planter. Alors peut-être que ça vient du type de greffe. Hein. Le processeur, le 68000 sur l'Amiga 500, n'a pas le même type de support que le 68000 de l'Amiga 600. On peut peut-être être confronté à un problème d'oxydation sur les pattes du 600 qu'on n'a pas sur l'Amiga 500. D'autant plus que pour l'Amiga 500, il a fallu quand même mettre un peu de WD-40 pour que ça rentre. Parce que autant pour le 600, on voit que le produit va bien, autant pour le 500, la ROM Kickstart, elle gêne un peu. Hein. D'accord. C'est... Donc pas la place pas suffisante tout à fait la place, ouais. pour intégrer la 500. Il y a aussi un problème d'alimentation. Je pense que si le fait de greffer une carte comme ça, bon, ces machines étaient livrées avec des alimes qui étaient dimensionnées pour le hardware, ouais, et puis des extensions mémoire qui étaient donc proposées par le constructeur. Donc on pose une carte qui est qui consomme aussi, même si c'est la technologie récente. Même si c'est pas énorme, elle va consommer un peu plus que ce que la lime a peut-être prévu. Bon, après, on ne sait pas exactement ce qui fait que le 600 se soit planté et pas le 500. Mais bon, voilà, je veux dire, ça n'a rien de dramatique non plus. On rappelle qu'on ne produit absolument plus rien qu'un Amiga, nous du moins. Hein. Peut-être qu'il y a des gens quelque part qui font des trucs, mais là, ici, c'est vraiment pour le plaisir d'avoir une machine qui arrache sa mère.
Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Non, on n'a pas d'amis, je crois Ouais, que. super, Oh là là. voilà. On aurait pu raconter des trucs, répondre à des gens, mais non, il y a 4 spectateurs. C'est vrai. Merde. Et en plus, c'est que la famille. Alors, Bon, en tout cas, bonne fête d'Halloween. bonne fête d'Halloween, voilà exactement. Et puis à bientôt. Allez.